Bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Aurélia et moi-même, nous sommes très très heureux de vous accueillir en ce début d'après-midi, une journée de rentrée des classes pour certains. Et puis, merci à tous et à toutes de vous être inscrits à ce webinaire, plutôt conférence en ligne, comme dirait, si je fais un petit clin d'œil, notre ministre de l'Éducation nationale, qui a entendu, il faut essayer de parler avec des mots en français. Comme le disait en introduction Aurélia, hein, l'idée aujourd'hui, c'est de vous faire un petit peu voyager dans ce qu'on appelle le cyberespace et de venir découvrir un petit peu les métiers de cette cybersécurité et de voir effectivement, dans un deuxième temps, quelles sont les qualités qu'il faut avoir pour effectivement travailler dans ces métiers. Donc merci encore. Et pour animer cet événement en ligne, je suis accompagné d'Aurélia qui va se présenter. Donc pour ma part, je suis donc directrice des ressources humaines du cabinet Manuka. J'ai démarré donc dans les ressources humaines il y a une douzaine d'années. J'ai eu la chance d'intervenir dans différents secteurs d'activité. Aujourd'hui, je suis membre de plusieurs commissions et il me tient à cœur d'être bien en phase avec le secteur dans lequel j'évolue, les indicateurs clés et bien connaître l'écosystème, c'est important. Donc avoir la chance de vous présenter aujourd'hui cette partie sur les métiers est pour moi un honneur. Voilà, et quant à moi, donc Eric Glass, on va dire un jeune consultant avec une trentaine d'années d'expérience dans le domaine de la sécurité. Depuis 2019 chez Manuka, en tant que consultant dans le domaine de la sécurité de l'information et de la résilience, et en charge des opérations avec un passé grand compte, TF1 pour ne pas la nommer, SFR pour ne pas le nommer, où j'ai été à la fois en charge de la sécurité, en charge de la continuité d'activité et aussi consultant dans ce domaine de la sécurité, donc avec un petit peu d'expérience, un petit peu d'expertise derrière moi. C'est la loi du direct. Si on vous parle juste en une slide, qui sommes-nous, hein, donc cabinet de conseil, d'audit et de formation. Donc un jeune cabinet, hein, un cabinet qui a été créé en 2013, donc aujourd'hui on a 8 ans. 8 ans, c'est l'âge de raison chez les enfants. Un cabinet qui a été créé par deux associés fondateurs qui sont toujours présents et disponibles au sein du cabinet. Notre président, Lionel Mourer, qui est en charge de la stratégie du cabinet, et Christophe Baran, le directeur commercial, pour nous accompagner dans le développement. Pour rester simple, hein, le cabinet, c'est six piliers. On fait de la gouvernance sécurité, on fait de la gestion du risque, on fait de la conformité, on fait de la résilience, on fait des tests d'intrusion et des audits techniques. Et enfin, on fait ce qu'on appelle de l'information, de la sensibilisation et de la formation pour faire en sorte que les utilisateurs deviennent un peu plus le maillon fort de la sécurité. Donc, comme vous le voyez en haut à droite des slides, cabinet qui est en croissance. On dit souvent une croissance contrôlée, maîtrisée et contrôlée. L'idée, on ne fait pas une course de vitesse. L'idée, on fait une course de fond. 8 ans, on va arriver à l'adolescence, peut-être à l'âge adulte, pour continuer, on va dire, à prendre notre envol. Et par rapport à tous ces éléments-là, on travaille aussi avec différents labels et certifications qui sont aussi des points importants qui montrent effectivement le côté un petit peu qualité environnementale du cabinet. Alors, si on rentre un petit peu dans le vif du sujet, je vous parlais un petit peu de vous faire un petit peu voyager dans le cyberespace. On va parler effectivement de ce qu'on appelle au sein des organisations du patrimoine informationnel. On appelle plus précisément l'or noir aujourd'hui dans les organisations. C'est les données, l'information que manipulent ces organisations. Et aujourd'hui, il y a des menaces, des événements naturels. Donc là, on parle de la crue centenale de 1910, d'accord. Mais en début de semaine, on peut parler aussi de l'ouragan Ida en Louisiane, qui rappelle effectivement que la planète est en train de bouger et qu'elle menace effectivement les organisations qui manipulent ce patrimoine informationnel. Plus près de nous, on a aussi Rouen, au mois de septembre 2019, avec un incident industriel au niveau de l'entreprise Lubrizol, qui effectivement a eu
une difficulté et qui a nécessité effectivement l'intervention d'un certain nombre de personnes au niveau de la sûreté. On a aussi, et ça c'est tous les jours lorsque vous écoutez la radio, vous regardez la télé, des problèmes humains avec des grèves. On peut parler des manifestations des Gilets jaunes en 2019, en 2020. On peut parler aujourd'hui des anti-vaccins. Et demain, sans doute, ou aujourd'hui aussi, de la retraite. Est-ce qu'on ira jusqu'à 62 ans, 63 ans, 65 ans, 67 ans? Donc tous ces événements viennent perturber et viennent menacer effectivement les organisations. Ensuite, il y a 20 ans, jour pour jour, on a eu le 11 septembre, dont on va fêter, heureusement ou malheureusement, l'anniversaire. Il y a eu aussi un certain nombre de cyberattaques les années passées, celle qui a fait grand bruit aujourd'hui et qui nous fait progresser tous, c'est WannaCry en 2017. Mai 2017, pendant 4 jours, l'activité de plusieurs entreprises françaises et européennes était à l'arrêt, donc c'était un problème de disponibilité de services. Pour donner des chiffres, à peu près 400 000 victimes, 174 pays touchés, 1 milliard de dollars au niveau de pertes. En France, c'est 250 millions pour Saint-Gobain, en termes de perte de chiffre d'affaires. C'est un arrêt de production des usines Renault. Et au Royaume-Uni, c'est un impact sur le système de santé au niveau des Anglais. Pourquoi je m'attarde un petit peu sur WannaCry, c'est que depuis 2017, il y a eu un virage qui a été pris au niveau des entreprises, au niveau des organisations, en termes de prise de conscience du fait qu'une entreprise est vulnérable et elle doit un petit peu bouger son paradigme. Et c'est aussi l'arrivée de ce qu'on verra tout à l'heure, les ransomware. Les attaques cyber, on en a tous les jours, de plus en plus. Et aujourd'hui, avec la pandémie, avec le Covid, on s'aperçoit que ces cyberattaquants, donc ces menaçants, viennent effectivement perturber le fonctionnement du système de santé du territoire national. Et c'est là où ça devient un peu moins drôle. Hier, on volait des données. Aujourd'hui, il peut y avoir des pertes humaines par rapport effectivement à ces cyberattaquants. Sinistralité en France, je vous laisse un petit peu découvrir ce graphique. Là, ce qui est intéressant à retenir sur ce graphique, c'est deux choses. Et déjà, la source, d'accord, c'est la source CUSIF. CUSIF, c'est le club de la sécurité informatique française, donc une association de loi 1901 qui publie une analyse annuelle sur ce qu'on appelle le MIPS. Donc ça, c'est des chiffres qui datent de 2020. Donc le MIPS, c'est menaces informatiques et pratiques de la sécurité en France. Donc là, je fais un petit peu de publicité pour le CUSIF. Pourquoi? Parce que notre président, Lionel Mourer, effectivement, est administrateur de ce CUSIF et publie régulièrement. Et il est aussi en charge de cette étude annuelle qui permet effectivement de repositionner aussi les différentes sinistralités en France. Vous voyez qu'à un moment donné, il faut bouger un petit peu les lignes. On a parlé tout à l'heure des rançongiciels. Donc les rançongiciels, c'est un petit peu la face visible de l'iceberg. On en parle à la télé, on en parle à la radio, il y en a de plus en plus. C'est clair que c'est aussi des organisations étatiques qui s'organisent pour créer ce type de virus qui nécessite effectivement de chiffrer vos données pour faire simple et de vous demander une rançon pour avoir la clé pour déchiffrer vos données. Mais comme je disais, ça c'est la face visible. Et la face cachée, il y a plein d'autres choses, il y a plein d'autres menaces, de l'espionnage entre les pays, entre les États, entre les USA et les Chinois pour les nommer par exemple, des attaques avec les tiers. Donc les tiers, c'est quoi? C'est votre système d'information, c'est le cœur de la marguerite. Il y a éventuellement une pétale. Et l'attaquant, au lieu d'aller attaquer le cœur de la marguerite, il va s'attaquer à la pétale pour aller rebondir sur le cœur de la marguerite. Ensuite, des attaques sur ce qu'on appelle les espaces cloud, entre les clouds internes et les clouds externes. Effectivement, il y a un vide entre les deux. C'est comment sont interconnectés. L'attaquant, il attaque toujours, on va dire, le point faible. Et puis, des technologies. Aujourd'hui, on parle de IT, donc les systèmes d'information bureautiques. On parle aussi de systèmes d'information dans le domaine industriel, qui sont connectés aussi au cyberespace et qui sont peut-être moins protégés parce que pas dans la gouvernance sécurité du RSSI. Donc voilà, là, si je ne vous ai pas tous perdus, si je ne vous ai pas tous endormis, la difficulté, c'est quand on commence un événement en ligne à 14h30, il y a la digestion qui arrive. Donc là, je vais laisser Aurélia
continuer à animer cet événement. Merci Eric. Du coup, l'idée, c'était de vous présenter une cartographie des métiers qui permettent rapidement, on parlait de pétale tout à l'heure sur le risque. Alors là, on n'est plus sur le risque, on est sur les compétences clés. Et effectivement, ça fonctionne aussi avec le système de pétale. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, la cybersécurité, c'est un terme qu'on retrouve très, très fréquemment dans plein de podcasts, d'interventions, d'articles. Et effectivement, ça regroupe plein de métiers très, très variés et très orientés. Là, l'idée, c'était de vous faire une présentation avec une source d'un document de l'école de guerre économique qui permet vraiment de mettre en avant la partie management du projet cycle de vie et sécurité, puisque c'est aussi quelque chose qui est important. Et là, on retrouve effectivement des métiers qui sont vraiment très, très proches avec de l'architecture sécurité, du projet chef de sécurité. On a aussi tout ce qui est pilotage des organisations et gestion des risques, avec la partie RSSI, correspondant sécurité. Et on se rend compte que dès lors qu'on est dans le pilotage, on est déjà dans la continuité d'activité, le conseil en sécurité, tout ce qui est lié à la compliance privacy. Donc aujourd'hui, on voit de plus en plus dans les métiers SSI des orientations DPO et qui sont bien évidemment liées aux correspondances avec les correspondants informatiques CNIL. Et tout ça, ça nous permet à nous, en tant que cabinet de conseil et d'audit, d'apporter une diversité de métiers et de compétences clés. Une entreprise, à un instant T, ne peut pas forcément, en fonction des moyens et de sa taille, rassembler. Donc, ce qui était important pour nous aujourd'hui dans cette cartographie, c'était aussi de partager avec vous que finalement, chaque métier est interdépendant des autres métiers. Et à un instant T, on a un élément de réponse, soit du risque, soit de la situation vécue, soit du plan de continuité qu'on est en train de monter pour l'organisation, soit en interne parce que l'entreprise est grande, je pense aux banques, aux assurances, et que la réglementation aujourd'hui demande et nécessite d'avoir des réponses très sécurisées. Et là, forcément, on a des ressources, soit en externe, comme on intervient nous pour nos clients, parce qu'on est dans de plus petites structures, donc le cœur de métier n'implique pas une telle réglementation. Et nous, c'est vraiment notre volonté de sensibiliser, de faire monter nos propres équipes sur l'ensemble de ces domaines qui évoluent très rapidement. Alors, on peut aussi compléter, lorsque vous voyez un petit peu sur le slide, les métiers qui sont entourés en rouge. Quand je vous parlais en introduction des 6 piliers de Manica, on retrouve dans cette cartographie des métiers l'ensemble des métiers que propose le cabinet. Donc, aussi bien au niveau de la gouvernance sécurité avec un RSSI ou des correspondants résilience, des experts ou des consultants en continuité d'activité et en gestion de crise. Sur la compliance et le privacy, sur des consultants qui sont plutôt juridiques, qui embarquent effectivement le règlement général de la protection des données. Ensuite, sur la sécurité opérationnelle, qui est un petit peu en bas de l'échelle, sans que ça soit réducteur quand je dis ça, effectivement des experts de réponse à incidents, ça on verra un petit peu plus tard, et puis des architectes qui sont plutôt là pour faire du conseil en sécurité des architectes. Et à gauche, vous voyez aussi un certain nombre de postes, de fiches de postes, de métiers qui sont plutôt liés effectivement à des postes dans des entreprises utilisatrices. Nous, on représente, on va dire, un offreur de la sécurité. Et ensuite, en face, vous avez effectivement des clients finaux, dont parlait Aurélia, des grandes banques ou des clients plus petits aussi. Donc, pour aller plus loin, aujourd'hui, on a différentes documentations qui permettent d'aller vraiment dans une nomenclature des métiers du système de l'information. Et on a notamment le support d'ANSSI qui publie régulièrement sur le sujet et qui, par ailleurs, aujourd'hui propose, je rebondis tout de suite sur le prochain volet, les formations, puisque aujourd'hui, avec ces nouveaux métiers qu'on crée chaque jour, on est complètement dans une projection avec des filières classiques, donc diplôme, bachelor, ingénieur, doctorat, école d'ingénieur. Donc l'ensemble de ces métiers, les formations, si ça intéresse parmi vous des personnes ou si dans votre environnement vous avez des gens qui vous posent des questions, n'hésitez pas à consulter les fiches du CLUSIF, on a très bien faites et fournies.
On a aussi la filière continue qui s'adresse davantage aux professionnels avec des certifications qui permettent d'accéder à des masters spécialisés et de délivrer un certain nombre de formations professionnelles reconnues à la fois par l'OPIEC, donc qui cartographie les métiers, et avec la garantie que celle-ci soit certifiante par le SECNIMEDI, qui est donc une certification, un label de l'ANSSI. Donc aujourd'hui, on est quand même complètement orienté sur de l'auto-formation. Les personnes parmi vous qui sont déjà en poste et qui effectivement évoluent au quotidien, soit côté client, soit peut-être pour certains d'entre vous, côté conseil, on est vraiment dans un cœur de métier où on est obligé, on est vraiment dans une volonté de faire de la veille régulièrement, de monter en compétence sur les sujets, d'être capable de se documenter sur les nouvelles réglementations, les dernières attaques, la typologie. Et c'est ce qui nous permet ensuite d'avoir aujourd'hui en France un environnement dans la formation qui est très structurant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait définir une cartographie à la fois par type de formation et durée sur la cybersécurité, ce qui a encore il y a quelques années, quand j'ai eu la chance d'entrer chez Manuka, c'était en 2018, il y avait quasiment 2 fois moins de formations qui étaient référencées, et également de cartographie au niveau national, le type de formation, le pourcentage de formation dans nos métiers au niveau du territoire, et de se rendre compte qu'effectivement, il y a des secteurs qui sont privilégiés comme l'Île-de-France, la région Rhône-Alpes, et y compris aujourd'hui en Bretagne, on a énormément de formations et de cursus qui sont proposés. Donc, c'est aussi se rendre compte que les métiers SSI sont vraiment aujourd'hui très, très représentatifs au niveau national des besoins. Et donc, en termes de besoins et de réponses, on s'est aussi proposé de vous rappeler un petit peu, en prenant l'exemple de la fonction RSSI, l'évolution liée à la croissance de ces métiers. Donc, si on regarde en 2012, on avait environ 39% de fonctions identifiées et attribuées, et aujourd'hui, en 2020, 72%. Donc, on a un vrai besoin sur cette fonction, et effectivement, ce besoin n'est plus dédié aux grosses structures et grosses organisations, mais il est vraiment récurrent, quelle que soit la taille de l'entreprise. C'est aussi une manière pour nous de vous confirmer qu'aujourd'hui, dans nos métiers, on recherche effectivement désespérément de nombreux talents. Là, je m'adresse à l'expert. Alors, là, dans les talents, effectivement, vous les voyez numérotés. Effectivement, on est déjà sur du consultant cybersécurité, donc on va vous présenter un petit peu ce que c'est que consultant. On parle souvent d'analyste SOC. Donc un SOC, c'est un Security Operation Center, en français, un centre opérationnel de la sécurité. Donc ce COS, le centre opérationnel de la sécurité, il assure 2 fonctions. Il assure une fonction de détection d'incidents de sécurité, donc autour de la gestion des incidents de sécurité, des événements de sécurité, des notifications des événements de sécurité. Donc être capable de détecter au plus tôt que l'attaquant est en train de pénétrer votre système d'information. Ensuite, lorsque vous l'avez détecté au plus tôt, si jamais vous ne l'avez pas détecté au plus tôt, pardon, il y a la deuxième fonction du SOC après la détection, qui est la réaction. Comment je vais répondre à cet incident? Comment je vais répondre à cette intrusion qui va provoquer éventuellement une exfiltration de données sensibles au niveau de l'organisation. Ça, c'est effectivement ce qu'on appelle des analystes SOC. Donc, c'est des métiers qui sont très, très complets, qui sont très complexes et qui demandent effectivement un petit peu de niaque, parce qu'effectivement, on saute un petit peu sur les mines, mais on prend aussi du plaisir sur ces métiers-là. Ensuite, on a le métier de chef de projet, qu'on retrouve effectivement dans différents sujets, dans différentes activités, pardon. Ensuite, on a des métiers d'architecte, donc d'accompagner, on va dire, le client dans des choix techniques ou des choix organisationnels au niveau comment je vais mettre en place des mesures techniques au niveau de mon système d'information. Et enfin, l'administrateur, le pilote un petit peu de la sécurité, comment je mets en œuvre ces mesures de sécurité, ces mesures techniques de sécurité. Donc voilà, ce qu'on recherche, c'est des consultants, des analystes de sécurité, des chefs de projet, des architectes et des administrateurs. Donc ça, c'est côté offreur. Et après, côté utilisateur, Aurélien en a parlé, RSSI, donc le chef d'orchestre de la sécurité, en prétention.
le RPCA, le chef d'orchestre de la continuité d'activité. Ensuite, un certain nombre d'experts techniques, bien sûr, en bas de l'échelle, transitoires réducteurs et organisationnels, pour piloter un petit peu la mise en œuvre de ces mesures techniques et organisationnelles. Donc là, vous avez une répartition géographique des emplois en cyber, donc toujours la même source de l'OPIEC, avec effectivement aujourd'hui au niveau de, alors sur nos secteurs, on est plutôt dans des conventions sur la partie Syntec numérique, et effectivement dans notre branche, on est à 25 000 emplois, avec une croissance permanente, ce qui est vraiment quelque chose qui illustre un petit peu de la tendance avec l'émergence de nouveaux métiers. Toute la partie qui est liée aussi à la digitalisation, au big data. Et effectivement, aujourd'hui, majoritairement, les offres sont situées à pourvoir en Île-de-France, mais on a aussi d'autres régions comme l'Auvergne-Rhône-Alpes qui commencent effectivement à avoir un certain nombre de postes. Et nous-mêmes, au niveau du cabinet, on est vraiment en train de se développer au niveau national. Et c'est vrai que c'est les derniers mois et les 2 dernières années qui nous ont permis aussi, malheureusement, et contraints au télétravail, n'ont fait que renforcer cette tendance. Pour compléter, ce que j'ai oublié aussi de signaler en introduction, le prompteur a bugué à ce moment-là. Manica est présent aujourd'hui évidemment sur la région de Paris. Hein. Là, on vous parle de Neuilly-sur-Seine où le ciel est tout bleu. On est aussi présent en Normandie, donc dans la ville de Rouen, parce qu'on a effectivement chez Manica un plan de continuité d'activité, sans être prétentieux, bien sûr. Et puis on a ouvert aussi dernièrement, il y a quelques trimestres, une agence en Auvergne-Rhône-Alpes. Et effectivement, par rapport à ce que vous présente là, on est présent effectivement à 80% sur le territoire national. Et on est aussi ouvert, on est aussi présent à l'international dans un pays africain qui s'appelle la Côte d'Ivoire. Donc c'est important aussi de revoir aussi cette cartographie. Dans la conclusion, on vous fera voir aussi que chez Manica, on est capable aussi de jouer sur la mobilité géographique et locale aussi par rapport au métier. Alors, au niveau des qualités et de ce qu'on attend en termes de collaboration par rapport au métier, ce qui ressort, c'est vraiment de l'adaptabilité et de la flexibilité. Donc, toujours de la même source, 54% des attentes de la part des organisations qui recrutent, qu'elles soient en interne ou au sein de cabinet. 48% sur le respect des règles de confidentialité. Avoir une certaine curiosité intellectuelle, être ouvert, pragmatique, une bonne communication orale écrite. Et effectivement, aujourd'hui, on est de plus en plus, y compris dans des environnements qui ne sont pas forcément internationaux, dans un contexte où l'anglais professionnel est attendu. Donc ça, c'est les principaux constats. Après, nous, de notre côté, on a d'autres constats qu'on partage, qui sont qu'effectivement, dans nos secteurs, on a principalement des postes en situation de statut cadre, que le recrutement reste difficile, notamment, alors, pour le secteur et la branche au niveau national d'un point de vue de la fidélisation, bien que nous, on ait jusqu'ici un turnover qui soit beaucoup plus faible que la moyenne nationale, des salaires qui sont beaucoup plus attractifs que dans beaucoup de branches et également chez nous, avec encore trop peu de femmes, bien que effectivement on a moins de 15% dans la sécurité de l'information. C'est vrai qu'on a aujourd'hui chez Manica un peu plus de 25% de nos collaboratrices qui occupent des fonctions dans l'organisation. Et aujourd'hui, c'est aussi quelque chose qui est important, c'est que ce soit d'un point de vue pourcentage de femmes, pourcentage d'hommes, quid de la nationalité, combien de collaborateurs résident en France, combien sont étrangers, etc. Aujourd'hui, on se rend bien compte que dans l'ensemble de nos métiers, sur les compétences clés que l'on adresse, on arrive à casser un petit peu certaines barrières ou certains freins que d'autres secteurs peuvent connaître, parce qu'on est en pénurie de talents et qu'on est en recherche clé de compétences permanentes, parce que chaque organisation doit faire face effectivement à des difficultés émergentes et structurantes.
Par rapport aux qualités attendues par les collaborateurs, du point de vue, quand on est candidat, qu'est-ce qu'on attend de l'organisation que l'on rejoint? Donc là aussi, on cite une source qui est le baromètre J, que moi, on peut partager avec vous. Donc l'équilibre vie privée, vie professionnelle qui ressort grandement, l'ambiance, le sentiment d'appartenance, partage de valeurs, le contenu, le sens du travail, qu'on soit un homme ou une femme aujourd'hui, on est très attentif à l'engagement, à la bienveillance, au respect des engagements pris, et effectivement la rémunération qui reste un levier de croissance et de développement pour le collaborateur. Et là encore, chez Manica, on fait des constats que pour la majorité de nos collaborateurs, le salaire n'est pas prioritaire. Il y a une sursollicitation dans nos secteurs pour les métiers qu'on propose et qu'on adresse. Et aujourd'hui, il y a une recherche d'appartenance et de légitimer un petit peu sa fonction, c'est-à-dire qu'on a le cœur de métier, son expertise, le métier que l'on exerce. Et puis, il y a d'un point de vue humain, dans quel environnement on évolue et à quel moment on est en capacité d'aligner ce qu'on souhaite faire, la manière dont on le dit et les moyens qu'on nous donne pour le faire. Donc le travail prend de plus en plus d'importance également et chez Manica aussi. On avait déjà une approche très ouverte et très flexible sur l'autonomie dans son poste et comment donner les moyens de réussite. On parle aussi beaucoup de Atawad, Anytime, Anywhere, Any Device. Donc voilà, c'est quelque chose que nous, on illustre et qu'on applique naturellement. Voilà, il n'y a heureusement pas eu besoin de Covid pour donner de la liberté et de l'autonomie à nos équipes. Et c'est aussi quelque chose que les gens aujourd'hui recherchent énormément. Voilà. Pour la dernière partie, là, ce qu'on vous propose, hein, c'est en introduction, vous parlez effectivement de Manica Cabinet de conseil, d'audit et de formation dans le domaine de la cybersécurité et de la résilience. Donc souvent, effectivement, on peut faire le flou. Il peut y avoir un flou entre qu'est-ce que c'est qu'un consultant versus un auditeur. Donc là, l'idée, c'est d'apporter un petit éclairage de façon très, pas prétentieuse, de façon très humble, pour effectivement vous éclaircir, vous donner un éclairage sur ce sujet. Donc un consultant, par définition, et je vais enfoncer des portes ouvertes, hein, mais un consultant, ça apporte du conseil, l'accompagnement d'un client, et un auditeur, ça fait des audits. Jusque-là, rien de très révolutionnaire. On reste sur la langue française, et c'était mon petit clin d'œil du début de cet événement. Donc le consultant, il est expert sur un certain nombre de domaines organisationnels, gouvernance, sécurité, politique, processus, accompagnement sur des référentiels sécurité, ou expert dans un domaine technique, une architecture sécurisée, des choix de solutions, connaître un petit peu les solutions du marché sur les mesures techniques, d'accord? Donc il va apporter du conseil, aider un client à choisir une solution, par exemple, à mettre en place une solution. Un auditeur, donc, il fait un audit, mais l'auditeur, il est aussi expert sur des domaines organisationnels. Il peut effectivement être expert sur des analyses de risque, comment faire des analyses de risque, avec des référentiels du marché, ISO 27005, et BioCRM, et BIOS 2010, d'autres référentiels propriétaires du client. Comment il peut aussi apporter des audits de conformité par rapport à des référentiels, ISO 27001, la directive Nice, la loi de programmation militaire, le RGPD. Comment il peut faire des audits sur des aspects techniques, donc embarquer des tests d'intrusion, faire des audits de code, des audits de vulnérabilité, des audits d'architecture, des audits de configuration. Donc, d'un côté un consultant, d'un côté un auditeur. Une des différences, c'est quoi? Une des choses qui sont les mêmes, qui sont similaires, c'est la forme. On dit souvent qu'un consultant est en costume cravate. On dit souvent qu'un auditeur est avec son sweat à capuche. Ça, c'est vrai et c'est faux en même temps. Un consultant, à partir du moment où il présente à une direction générale, il va mettre un costume cravate. Un auditeur, quand il a face à une direction générale, il peut aussi mettre un costume. Quand il intervient avec un administrateur, il peut être en costume cravate s'il veut, mais il peut être aussi en t-shirt ou il peut être aussi en t-shirt. Tout ça pour dire que la forme, elle est importante, mais il faut aussi être capable de s'adapter et de dire des choses
de présenter des choses par rapport à son auditoire. S'adapter à un DG, c'est pas la même chose que s'adapter aussi à un administrateur. Consultant et un auditeur doivent savoir effectivement voyager aussi bien dans les hautes sphères, sans que ça soit prétentieux, et de s'adapter à des entrées de sphères sans que ça soit réducteur. Il faut voyager dans toutes ces sphères-là. Ça, c'est une qualité qui sont très importantes pour formaliser des documents, pour formaliser des livrables et pour les restituer de façon très claire. La vision d'un consultant, c'est qu'il va être en amont effectivement d'une problématique, d'une préoccupation. Donc, il va conseiller un client sur des choix, il va accompagner des clients, il va accompagner les utilisateurs, il va transformer des organisations. Le consultant, il a aussi une petite compétence business. On dit aussi qu'un expert, il est dans son domaine d'expertise, un consultant, il est expert, et il a aussi cette compétence business, c'est-à-dire qu'il faut qu'il sache vendre un petit peu son conseil. C'est le client qui aura toujours raison, mais il faut qu'il sache le vendre auprès de lui. Ensuite, un auditeur, il va vérifier par rapport à des référentiels, de façon déclarative. Ça, il va interviewer les utilisateurs, il va interviewer une direction générale. Monsieur, il va lui dire que c'est blanc. Donc ça, c'est du déclaratif. Et ensuite, on peut contrôler que ce qu'il a dit, c'est vrai ou pas. Donc, on va vérifier par rapport à un référentiel d'audit. Souvent, pour faire simple, les deux métiers sont liés. C'est-à-dire qu'on peut faire du conseil et on peut faire de l'audit. On n'est pas dans des Big Four, où effectivement, aujourd'hui, même les Big Four aujourd'hui, ils font du conseil et de l'audit, même si effectivement la réglementation voudrait que celui qui fait du conseil ne fait pas d'audit, parce qu'on ne peut pas être jugé par. Dans les métiers qu'on pratique, dans le domaine de la sécurité, on peut faire du conseil et on peut contrôler, évidemment, chez les équipes qui font du conseil dans le domaine de la gouvernance, de la gestion du risque et de la conformité. Et ensuite, il y a des collaborateurs qui font plutôt des audits techniques. Et des consultants qui font de la GRC font aussi des audits d'organisation. Voilà. J'espère que je ne vous ai pas perdu quand je vous explique tout ça. On va arriver à la conclusion. Je vais laisser la première partie de la conclusion par Aurélia et je terminerai si vous le souhaitez. On le souhaite. Donc, avec plaisir pour poursuivre. Effectivement, l'idée, c'était bien évidemment de vous parler de nos métiers et puis dans une pré-conclusion, vous dire, comme vous le savez si vous nous suivez sur les réseaux, aujourd'hui, on est très attentif, on recrute, on a différentes opportunités. L'important pour nous, c'est, comme pour une majorité des personnes qu'on rencontre et avec qui on démarre et on poursuit l'aventure, d'avoir des valeurs communes. Aujourd'hui, on intervient dans un cœur de métier qui n'est pas toujours simple, avec des environnements, s'il n'y a pas d'environnement de crise, en tout cas, c'est des environnements qui sont assez tendus, avec de grosses exigences et, contrairement à il y a quelques années, une exposition dans les organisations qui est beaucoup plus voilà, sous la coupe. Donc, on a à cœur d'avoir des personnes qui nous rejoignent pour partager nos valeurs, pour vraiment être chez nos clients avec nos couleurs. Et peu importe la durée de la mission, qu'elle soit en forfait ou en régie, ce soit des personnes qui, au quotidien, le matin, au réveil, quand vous partez travailler, soient satisfaites de faire partie de l'aventure Manuka. Donc, dans un second temps, je vais laisser Eric conclure, mais si vous avez des questions, on va ouvrir les échanges juste après cette présentation. Mais si vous souhaitez nous rencontrer en face à face, dans nos bureaux ou en visio, c'est avec grand plaisir. N'hésitez pas à revenir vers nous. On vous en reparlera tout à l'heure. Juste pour avoir le dernier mot de la fin, hein, parce que même si chez Manuka, effectivement, il y a 25 femmes, quand même, non, ce que je voulais dire, c'est que, indépendamment de la taille du diplôme, cette couleur du diplôme, nous, ce qu'on recherche, effectivement, comme l'a dit Aurélia, c'est des collaborateurs qui ont vraiment envie de prendre du plaisir dans ce métier de la cybersécurité. Que lorsque le monsieur ou la dame se lève le matin, ils prennent vraiment ce plaisir. Qu'elle ait envie, effectivement, d'apporter du conseil, de faire de l'audit, de faire de la formation, et qu'elle ait aussi envie, on va dire, de grandir aussi bien au niveau horizontalement, comme je le dis, c'est-à-dire d'embarquer un certain nombre d'expertises, c'est-à-dire d'aller explorer de plus en plus de nouveaux fonds marins, parce que la cybersécurité aujourd'hui,
comme on le disait au début, on voit que c'est un monde qui bouge tous les jours. Tous les jours, vous allumez France Info, vous regardez un journal, on ne parle pas aujourd'hui, on ne parle tous les jours de cybersécurité, donc c'est un domaine qui évolue tous les jours. Donc il faut aimer effectivement se tenir à jour et donc pouvoir grandir de façon horizontale, et aussi effectivement de vouloir grandir au niveau vertical, aussi bien au niveau expertise qu'au niveau management. C'est pas une voie tracée, c'est pas parce que on va rentrer chez Manica qu'on va devenir manager. Par contre, ce qui est clair, c'est plus on va grandir, et ceux qui sont connectés, certains me connaissent et vont peut-être me retrouver quelques années en arrière, mais manager fonctionnellement un projet interne, manager fonctionnellement une mission, manager du business, aller chercher effectivement des affaires, les produire correctement, faire en sorte que les clients soient très satisfaits de la prestation, et faire en sorte que le cabinet, naturellement, se mette dans une dynamique de progression. Donc voilà, donc, en un seul mot, c'est l'envie et le plaisir de faire cette activité. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit en introduction, ça fait 30 ans que je le fais et je prends encore du plaisir et j'ai encore envie de le prendre pendant quelques années. Donc, merci à toutes et à tous.